Il n'y a plus que moi qui peux dire. Il n'y a plus que moi qui ai encore une langue assez bonne, pas toujours juste. Mais enfin. J'hésiterai jamais d'en parler. On n'en parlera jamais assez de la résistance. Jamais. De ça, il y a 60 ans maintenant, la vie n'était pas ce qu'elle est maintenant. J'étais fanatique. Hein, ce qu'on voit aujourd'hui. On voit des cons là qui sont fanatiques, mais on l'était, nous. Parce que si j'avais pas été fanatique, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. C'était quand même, on était quand même des durs à cette époque-là. J'ai jamais voulu marcher au pas. Bon, c'est une question de tempérament, c'est comme ça, puis c'est toujours maintenant, je marche pas au pas. 18 ans, 15 ans, c'était une guerre de jeunes en fin de compte, parce que pour prendre de tels risques, il fallait être jeune. On était des terroristes, c'était écrit d'ailleurs, on était des terroristes. Hein. Ici, on ne voit personne, mais auparavant, ça grouillait. On était combien? 300 à peu près, rien que dans le dépôt. Oui, oui. De partout, il y a des gens qui travaillaient en 3-8. Ça faisait 300 personnes. Il n'y a pas de TGV, ça ne roulait pas à 200 à l'heure, mais ça fonctionnait de tous les côtés. Les machines chantaient quand elles étaient sous pression. Vous savez, il y avait des bruits, c'était sensationnel. Avec le Front populaire qui nous avait donné aussi certains acquis, comme les congés payés, encore que nous, SNCF, on avait déjà des congés payés, mais on n'avait pas les congés qu'on a eus après. Il y avait donc déjà les congés, les 40 heures. Les 40 heures, c'était... On a connu une période réellement de joie, de plaisir. J'aimais prendre le charbon, mettre au feu, j'aimais voir ce feu dans les foyers. Vous voyez, voilà le virus. Et puis j'aimais la ligne, j'aimais la route. Mon père m'avait emmené tout gamin sur la machine, il m'avait emmené en tant que spectateur. Je devais avoir 14 ans, 15 ans. J'avais été à Saint-Germain, j'avais été à Avignon avec lui, aller-retour, j'avais couché dans les dortoirs. Vous voyez, j'avais déjà ce virus de la SNCF. Et pour rien au monde, j'aurais voulu faire un autre métier. Ah, les roulants, la machine, c'était... Ça classait tout le monde parmi la population, c'est l'embuyeux d'ailleurs. Le gars qui était mécanicien, et ça se voyait parce que tous avaient les yeux cernés par la poudre de charbon qui se logeait autour des yeux et autour de la bouche. C'était la marque de fabrique. Eh bien, les mécaniciens, chez nous, ici, c'était les sénateurs. Ah, bon, ils avaient des bonnes payes parce qu'ils étaient au kilomètre à l'économie, des critères. Hein. Et puis, c'était des maîtres. Hein. C'était des chefs. Les vieux mécanos, surtout, par là, puis les autres, étaient ronchons. Oh là 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 là. Mais tout droit, hein. Ça déraillait pas, hein. Oula. Les vieux disaient... ma machine, mon compagnon, mon chauffeur, ma femme. Je suis resté 7 ans avec le même mécanicien. Oui, il y avait des liens profonds. Mécaniciens et chauffeurs n'en continuent pas moins d'accomplir leurs tâches, conscients et fiers de leur métier d'homme. Bel exemple de l'esprit d'équipe, 2 hommes, une seule pensée, le devoir. Faut pas oublier, dans nos ateliers de SNCF, c'était des très grands professionnels qu'on avait comme ouvriers.
toutes les professions, ajusteurs, outilleurs, les tourneurs, les fraiseurs, tous ceux qui travaillaient sur les machines-outils, tous ceux qui faisaient les soudures, la soudure, ou le montage, le démontage, les révisions, etc. Il y avait des locomotives très puissantes, 150 000, traînaient des trains de minerai de 1500, 1600, 1700 tonnes. Il ne fallait pas venir habillé en blanc, hein. Il fallait pas venir habillé en blanc, on était en bleu, puis on était noirs comme des cochons. Hein. Non, les cochons sont pas noirs, ils sont plus. On était sales, c'était la graisse, c'était la poussière, c'était tout, c'était les machines. Puis là-dessous, les machines, quand elles viennent, qu'elles sont chaudes, qu'elles fument, là, ben, qu'est-ce qu'on prend, hein? Vous savez, une locomotive, c'est un ensemble qui est chaud, 150 degrés. Une goutte d'huile qui tombe, qui vous tombe sur votre bleu, il pénétrait tout le bleu, et puis si vous tombez sur la main, il vous brûlait. Le travail exténuant, c'était pas de conduire la machine, c'était de faire du gaz, de faire de la vapeur avec de l'eau et du charbon dans la chaudière. Ça, c'était exténuant. Parce que pour aller à Avignon, j'ai eu brûlé 7 tonnes de charbon avec une mauvaise machine. Alors, SNCF, je crois qu'il faut d'abord rappeler qu'elle est toute jeune, puisqu'elle a été créée au 1er janvier 1938 par la fusion de compagnies privées. Bon, donc la SNCF n'existe pas encore comme culture unifiée, et on dira d'ailleurs que la guerre sera l'occasion de serrer les coudes, donc de fabriquer, d'amplifier ce début de culture d'entreprise SNCF. C'est un milieu qui avait un esprit de corporation important. Ils n'ont pas du corporatisme, ce qui est nettement différent, mais un esprit de corps. Et ça s'est toujours soudé, tenu. Il y avait une démarche, et nous étions formés pour ça. Hein. Il faut bien voir les choses en face. Les écoles d'apprentissage, on était les meilleurs, les plus beaux, évidemment, bien sûr, c'était logique, parce qu'on était jeunes. Nous étions les cadets du rail, donc nous étions pleins d'allégresse, et nous apprenions notre travail avec conscience pour remplacer les anciens qui allaient partir. Vous comprenez? On était cheminot. Fils de cheminot, petit-fils de cheminot, et puis l'électricité. Voilà, je voulais faire de l'électricité, voilà. Donc j'avais décidé de rentrer à la SNCF. C'était un genre de tradition familiale, on me voyait cheminot. On n'a jamais laissé un train en route, on était obligé d'aller au bout. On était quand même fiers d'être de la maison. Pourquoi? Parce que c'était le plus considéré, puis c'était fait un peu, c'était fait à la manière militaire, hein. C'était la hiérarchie, la discipline qu'ils attachaient autour de tout ça. C'était un peu comme l'armée, c'était... Oui. Juin 1940. Après la Pologne, la Hollande et la Belgique, Hitler lance ses armées contre la France. Le pays est écrasé en moins d'un mois. C'est la débâcle. Près de 2 millions de prisonniers de guerre sont conduits en captivité en Allemagne. Parmi eux, 35 000 cheminots. Le président Lebrun fait appel au maréchal Pétain. Son premier acte est de demander l'armistice. Le 18 du mois, un général du nom de De Gaulle lance un appel depuis Londres pour continuer le combat. Le 22, Pétain signe l'armistice. L'occupation commence. Premièrement, c'est un militaire. Et à cette époque-là, on était quand même, je dirais, pacifiste. Hein. On n'était pas militariste. La droite n'avait pas digéré. La prise de position, la prise de contrôle de la France en 1936 par le Front populaire. La droite n'a jamais digéré ça. Ils préféraient Hitler au Front populaire. Et ils avaient fait leur choix. Il a dissous la République, dont il était le représentant symbolique, hein, pour en faire un État français. Hein, c'est une révolution de palais, mais c'était une révolution. Un trait de première nature, quoi. Hein.
J'ai toujours regretté qu'il n'a pas été fusillé. Le maréchal nous voilà, non, c'était hors de question, et le maréchal ne m'a pas vu. Bon, c'est tout. La grande majorité des Français, à 90%, ils criaient « Vive Pétain ». Faut pas se leurrer, faut pas dire le contraire. Et tous ceux qui disent ben, « moi j'ai entendu l'appel du général de Gaulle », ça me semble assez curieux, parce que comme au mois de juin, l'appel du 18 juin, il y avait la moitié de la France, c'est-à-dire toute la partie nord, qui était sur les routes de l'Exode. En dehors d'un poste à galène, je ne vois pas comment on pouvait prendre la radio de Londres. Hein. Herr General, meine Herren, ich erkläre hiermit die Sitzung der Waffenstillstandskommission für eröffnet. Mon général, messieurs, le général von Fontenay déclare la séance comme ouverte. L'article 13 de la Convention d'armistice spécifie que le réseau ferroviaire national est mis entièrement à la disposition des autorités militaires de l'occupant. Il est notifié aux cheminots français qu'ils sont soumis aux rigueurs de la loi allemande qui prévoit le plus souvent, en cas de non-collaboration, les travaux forcés ou la peine de mort. La SNCF va jouer ce jeu, cette règle du jeu. Elle ne l'aurait pas joué, elle aurait été tentée de dire, de saboter cette règle du jeu. Le directeur général Le Benneret, à plusieurs reprises, expliquait qu'au fond, il valait mieux garder le manche et sacrifier une partie de l'activité formellement aux besoins de l'occupant. En gardant le manche, on pouvait préserver, au fond, d'abord une partie de ressources ferroviaires pour les besoins civils, ravitaillement, et puis préparer, je dirais, aussi l'après-guerre, la reconstruction, la libération. Comme il y avait les prisonniers, il y avait un manque de personnel, il fallait réparer l'outil de travail, il fallait transporter, les Allemands avaient besoin du minerai, avaient besoin de l'acier, etc. Donc ils ont mobilisé le maximum de personnel pour remettre en route l'outil de travail, c'est-à-dire le chemin de fer. Et puis, par la suite, on a été, on a été versé là où c'était le plus important pour les Allemands, quoi. Alors les Allemands, ben, c'était pour leur tour de piste. Là, ils faisaient leur tour de piste. Quand ils surveillaient, ils passaient que je vois toujours, il y avait un grand, c'était un professeur, lui. D'ailleurs, il parlait un français impeccable. Il n'avait pas fallu que j'habite avec lui, quoi. Il en faisait des tours de piste comme ça. C'était des chefs de dépôt, chefs d'entretien qui dirigeaient, mais sous l'égide quand même, disons, de la direction allemande, des Bahnhofs, comme on disait, c'est la gare, c'est Bahnhof. Hein. Il n'y avait aucun coin où il n'y avait pas un Bahnhof. Aucun coin. Il dirigeait tout complètement. On avait notre stade, qui était juste devant le centre d'apprentissage. Il nous avait donné des shorts, un maillot, tout ça, des cuissons. Puis bon, c'était autour de piste, marcher au pas devant les Bahnhofs, qu'on appelait les Bahnhofs, c'était l'occupation des cheminots allemands. Pour défiler là, il fallait démarrer au pas en chantant. Puis on m'a dit, et si tu ne démarres pas normalement, comme tout le monde, t'auras mon pied dans le cul. C'est ce que j'ai eu droit. Devant tout le monde, devant les Allemands qui s'esclaffaient. Et j'ai pas démarré au pas, j'ai pas voulu. Et j'ai pas marché au pas, malgré le coup de pompe dans le cul. On avait par obligation l'obligation de descendre du trottoir pour laisser passer l'Allemand sur le trottoir. Ouais. C'est vrai. Alors, vous savez bien que, bon, quand on a 50 ans, on évite de sortir. Mais quand on a 20 ans, on n'apprécie pas, quoi. On subissait la loi allemande. C'était la Gestapo qui était là. La police française, évidemment, qui faisait la police, mais pour l'Allemagne, pour les Allemands. Et les arrestations, il y avait tout. C'était déjà commencé tout cela. Il suffisait qu'il y ait des opposants, ils étaient arrêtés. En voiture, fermez les portes, s'il vous plaît.
Quand on a 18 ans et qu'on a quelque chose dans le ventre, eh bien on se dit mon pays est occupé. Il n'a aucune raison d'être occupé. Il faut à tout prix se débarrasser de l'occupant. Chez les apprentis, on était tous contre les Allemands, quoi. Hein. Bon, ça sortait du fond des familles. On est restés comme des imbéciles. Je suis rentré au dépôt, lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là que j'ai dit, ben, on va leur faire des petites vacheries. Si je vous dis, on ne sait pas ce soir, on va se marrer, on va aller faire un petit coup de machin, je sais pas, moi, casser la vitre, hein? Bon, ben ça vous intéresse, hein, de faire quelque chose, ou si ça vous intéresse pas. Si ça vous intéresse pas, vous me dites, oh, bah, vas-y donc, toi, puis c'est tout. Puis si ça vous intéresse, on y va tous les deux, qu'est-ce qu'on va faire? Puis ainsi, puis qu'est-ce qu'on fait après? Tiens, ben ça y est, c'est parti, quoi. Ben c'est ça le problème. Puis une fois que c'est parti, ben on recherche à faire quelque chose. Le 14 juillet, le 11 novembre, c'est rassemblés, puis aller chanter la Marseillaise. Moi, la Marseillaise, ça ne me branche pas tellement, mais pour nous, c'était quelque chose d'important. Il faut le replacer dans son contexte, vous voyez? Et là, alors, entouré par les Allemands, qui après nous refoulaient en tirant. Ils tiraient en l'air, quelquefois ils ont tiré dedans. Bon, ben, c'était pas anodin comme manifestation. C'était vraiment pour s'opposer, vous voyez? Le 11 novembre, on prend cette date commémoration de l'armistice pour organiser un arrêt de travail de 10 minutes. C'est pas long, 10 minutes. Mais on lui donne un caractère spécial. On sollicite les gens de rester à leur poste de travail, sans bouger. On va respecter 10 minutes de silence à sa place. Alors évidemment, on a fait sonner les sirènes, on a fait sonner les locomotives pour, à 11 h, alerter les gens, et tout le monde s'est arrêté. On a eu un arrêt. Ça a été très impressionnant. Un atelier où on travaille, il y a du bruit, etc. Puis d'un seul coup, paf, un silence de mort, c'était le cas de le dire, un silence de mort. Et le mouvement a donc été très largement suivi et réussi. On considérait que le point essentiel, si on voulait arriver à manifester notre hostilité à l'occupant, c'était déjà la propagande. Propagande anti-nazie, anti-allemande, anti-occupant. Parce qu'eux, ils se livraient à leur propagande national-socialiste. Alors c'était là notre premier souci. Nous faisions des inscriptions sur les murs, sur les locomotives, sur partout où on pouvait, on faisait des inscriptions. On avait un journal, l'Avant-Garde, qu'on pouvait diffuser. On éditait des tracts. À diffuser dans les boîtes à lettres ou à coller, vous voyez, sur un poteau, sur n'importe quoi, vous voyez, dans un endroit, disons, visible pour tout le monde. Elle m'a demandé de faire ça. Bon, vous voyez, tout à fait spontanément, j'ai dit oui. Et puis, je sais pas, les événements te poussent au derrière, ils t'obligent. La vie, elle est comme ça. On balançait des tracts pour appeler à la résistance, pour appeler à ci. Mais je ne me rendais pas compte que j'avais déjà 2 enfants, moi. On disait à personne, personne ne connaissait notre activité clandestine. C'était par prudence d'abord. Peut-être pas toujours par méfiance, mais surtout par prudence, parce qu'il fallait éviter de bavarder, il fallait éviter que des tiers sachent ce qu'on pouvait faire et qui les faisait. On savait très bien qu'à l'époque, transporter par exemple un paquet de tracts, c'était équivalent à la mitraillette. Il n'y avait pas dans le compte pour les Allemands, pour les nazis, il n'y avait pas de différence. Si vous étiez pris à transporter des armes ou des tracts, c'était le même compte pour eux. Nous étions 40 millions de Français à cette époque-là. Il y a eu 5 millions de dénonciations à la Gestapo. Vous voyez le pourcentage? Mais chaque wagon
possède une étiquette, disons, des départs et destinations. Bon, eh bien, combien, là, au départ, changeaient les étiquettes, si bien que ce qui devait aller en Allemagne, ça partait à Bordeaux ou ailleurs, autre part, et puis un wagon qui n'avait rien dedans se retrouvait en Allemagne. Vous voyez? Bon, ça peut paraître rien, mais c'était énorme, ça. C'était énorme. Vous voyez? Et celui qui faisait ça, en général, il faisait spontanément, il n'appartenait pas à un groupe. Par contre, il arrêtait pas, il risquait sa peau. Exactement comme n'importe qui. Bon, par exemple, il fallait remplacer, resserrer les tampons, remplacer les lames planchers. Bon, on remplaçait rien du tout. On mettait un espèce de truc à la place de la lame plancher. Non, il n'y avait pas de lame plancher. Les tampons, on mettait un clou, une pointe, disons, pour le serrer un peu. Bon, de façon que le visiteur, quand ça ressort, il voit que ça a été fait, quoi. C'était le sabotage, ça. C'était le sabotage. Et on dormait dans les wagons, bien souvent. Hein. On faisait souvent la sieste dans les wagons plutôt que de les réparer. Voici donc où il y a... Si c'était comme ça, hein, c'était pas comme ça sur les machines à vapeur, évidemment, quoi. Supposons, alors, si vous ouvrez cette boîte-là, c'est toute une boîte, si vous ouvrez ça, et vous avez, ça vous découvre la roue, la fusée de la roue qui est au bout. Et c'est l'organe sur lequel portent les coussinets qui sont huilés de manière à ce que la graisse et que le contact soit normal, quoi. Mais si vous enlevez ça et que vous levez la boîte et que vous mettez gentiment une poignée de sable et que vous refermiez la boîte tranquille, bien au bout de 50 km, le coussinet qui est là-dessus sera grippé et il faudra arrêter la machine, il faudra remplacer l'essieu. Il faut faire retourner, faire rajuster la roue et la remettre en place. Tout ça, ça prend toujours une journée, une grosse journée. Mais il ne faut pas le faire trop souvent parce que quand ça arrive une fois, deux fois, ils regardent les gars qui tournent là. Ils regardent qu'est-ce qui se passe, ils ne sont pas idiots, hein, malheureusement. Et quand on a fait une fois par là, il faut trouver un autre système, hein, ou le faire plus loin ailleurs pour ne pas faire reporter les soupçons sur une équipe ou sur un seul gars. Ici, c'est le modèle réduit d'une 231G des Pacifiques. Une bielle n'est pas réversible, un NT de piston n'est pas réversible. On ne pouvait pas prendre le côté gauche pour mettre au côté droit. Alors quand on fait sabotage, c'était toujours du côté droit. Toujours du même côté. Alors on avait choisi le côté droit pour que partout ça se fasse pareil et qu'on ne trouve plus de pièces de rechange. Vous voyez? C'était la technique. On fait un peu tous la même chose d'ailleurs, mais sans organisation. Hein, moi, j'ai pas connu d'organisation à cette époque. Ça existait, mais on ne le savait pas. Moi, je ne le savais pas. Mais il y avait quand même une idée, une orientation, hein, qui était donnée sans qu'on le sache, quoi. Je crois que les plus beaux sabotages, ce sont ceux qui se sont faits comme ça, à la sauvette. Le but, c'était de retarder le plus possible la production, la sortie des wagons, parce que c'était dans les wagons où j'étais, et puis dans les dépôts, c'était la sortie des machines. Ils passaient des gens dans les wagons, ils ouvraient les wagons, ils les passaient, ils les mettaient au milieu des ballots, au milieu des caisses, comment que ça se passe là, à Calais? Voilà, ils montaient dans les trains. Alors, il y avait certains services, il y avait l'exploitation qui faisait passer des gars, il y avait l'attraction qui faisait passer des gars. Vous voyez, on n'était pas tout seul. J'ai jamais fait d'éclat, moi. Bon, il y avait un gars à passer, viens avec moi, monte sur la machine, on t'emmène. Il y avait deux solutions. Un type tout seul, on le passait équipé en cheminot sur la machine, hein, à condition de circuler la nuit. Quand le chauffeur mettait du charbon dans la locomotive, il y avait une lueur qui illuminait tout le ciel. Hein, donc on mettait une bâche. Alors, dans la bâche, on pouvait mettre un type sur le charbon, c'était facile. Mais quand il y en avait plusieurs, il fallait les mettre dans le teint d'air.
Cette partie-là, c'est le Tinder, qui comporte la réserve d'eau pour la locomotive, bien sûr, hein, et le charbon, bien évidemment. Il y avait des Tinders aménagés de façon à faire passer le courrier et des passagers clandestins, qu'ils soient résistants ou juifs. Une fois, avec la 141 P48, eh ben, j'ai fait l'imbécile. Je l'ai saboté, ma machine. Je savais qu'il y avait des trains allemands qui étaient derrière nous, ce jour-là. Et j'ai dit comment on pourrait bien faire pour pouvoir les retarder. Il n'y avait pas 36 solutions. J'ai dévissé un frein de tiroir. Je savais que le tiroir allait se dérégler et allait foutre la machine en panne. Ça fait que j'y ai fait. Il y avait 2 trains allemands qui allaient sur le littoral, qui allaient dans le Midi. Eh bien, je les ai retardés de 3 heures. Mon mécano, il ne savait pas que c'était moi qui... Ah, il m'a dit, les salauds, ils nous l'ont... Ah, je dis, oui, il y en a un qui a saboté la machine. Hein. Il y a quelqu'un, ouais, je sais bien, avec, je dis, faire. Je n'avais pas le choix. Si je monte sur une autre machine, saboter une autre machine, et si je me fais prendre. Mais si je suis en train de travailler après la mienne, j'avais toujours une burette d'huile, personne ne peut rien me dire. Le soir, je suis en train de travailler après ma machine. Oui, j'ai honte. J'ai honte d'avoir saboté ma machine. Parce que j'étais tellement minutieux, c'est un réveil, ma machine. Ma machine, c'était ma vie, c'était ma vie. C'était mon outil de travail, et j'ai saboté mon outil de travail. Pierre Semard a été fusillé en mars 1942. C'était le secrétaire national des cheminots. Je crois que jusqu'à ce moment-là, on n'avait pas très bien compris que les civils pouvaient faire la guerre. Il y avait 500 000 cheminots, en gros. Sur 500 000 Français, on peut dire motivés. Hein? 500 000 Français qui rendent service aux autres, qui sont faits pour ça, qu'on a formés pour ça. Et puis, on fusille un des leurs, hein, comme ça, parce que c'était le secrétaire général et puis qui refusait de donner les comptes à la police. Mais ça a été une réaction systématique chez les cheminots. C'était une grosse erreur psychologique que les Allemands ont fait, avec la complicité de Pétain. Hein. Il y a un maquis qui s'est créé au-dessus, à Bonneville, en Haute-Savoie. On est rentré dans ce maquis. Et là, j'ai fait connaissance du responsable des FTP. Et je suis rentré au FTP. Voilà. Et puis bon, après j'ai adhéré au Parti communiste, en 1943, au mois de septembre. Ouais. C'est tous des communistes, hein, presque tous. Tous les responsables, presque tous des communistes. Et je rentre au FTP, je n'ai pas signé de contrat. J'ai pas signé de contrat. Alors, j'ai demandé à quoi ça consistait. Il dit, bon, bah, c'est des groupes de combat de sabotage. Alors, sabotage, bah, il dit, toi, tu nous rendrais bien service parce que, par exemple, comme tu es électricien, bon, dans les ateliers, il y a un tas de pannes que tu peux provoquer qui vont arrêter les machines pendant longtemps, qui vont arrêter les ponts roulants, qui vont arrêter tout ça pendant longtemps, sans que pour autant on puisse prendre des otages parce que ça sera une panne. Bon, ah ben je dis ça, je peux le faire. Et c'est exact que je pouvais le faire, c'était mon métier. Et moi, je suis arrivé ici pour reprendre en main le commandement de ces groupes et puis activer les combats de la résistance. J'organise la moitié du Jura. Hein, au point de vue FTP, je reprends ce qui existait. On était 150 au maximum. Il y avait 40 types dehors, hein, qui roulaient au ravitaillement, au renseignement, qui roulaient à aller chercher les contacts, les liaisons, ça n'arrêtait pas.
Avant que les Anglais débarquent, ils avaient envoyé des missions pour étudier le problème de la vingtaine de déraillements que mes gars avaient provoqués ici. Les explosifs, ça n'a jamais été des moyens de faire des déraillements. Par contre, le déboulonnage des rails, déboulonnage avec orientation de la voie, hein, qu'elle ne continue pas en ligne droite, parce qu'un train qui est lancé à 80 à l'heure, même à 50 à l'heure, il va tout droit, même s'il manque un bout de voie. Hein? C'est ce qu'il faut bien comprendre. Alors que si la voie le dirige à côté, il ne reste pas dessus. C'est nous qui avons mis cette technique-là au point. Eux nous envoyaient des explosifs pour qu'on les fasse sauter. C'était à côté du problème. Mon bureau était là. C'était une table sur laquelle, quand on jugeait, on mettait un drapeau tricolore et que nous prononcions la sentence au nom de la résistance française. Ici. C'est le Français qui nous a fait le plus de tort. Enfin, le Français, le salopard, quoi, le milicien, celui qui... pour de l'argent. Je vous ai dit que j'avais un gars qui avait dénoncé pour 2 paquets de cigarettes. On a tout vu, on a tout vu, on a tout vu. C'était pas le tout de faire dérailler des trains, Le problème, c'était de ne pas tomber. Or, on sait parfaitement qu'en multipliant les attaques, on multiplie les chances de tomber. On avait des groupes très petits, 6, 7. On était armés jusqu'aux dents. On avait fusils mitrailleurs, bazooka, fusils, grenades. On était organisés comme une armée régulière, pas de problème, pas de problème. Bon, c'est vrai que c'était pas pareil, parce qu'on pouvait, on était quand même dans la clandestinité, les ordres arrivaient des fois, mais enfin, ça se passait bien, en général. J'avais un groupe, hein. Bon, je rassemblais le groupe, on faisait sabotage, la nuit, enfin tout ça. On sabotait les lignes à haute tension, on sabotait les transformateurs, enfin tout ça, on a fait ça. On allait casser les rails, on allait démonter les rails, on a fait un tas de trucs comme ça. On ravitaillait aussi, quand il y avait un arrivage, tabac, tout ça, on allait... voilà. On n'a pas cadré ça sur le débarquement. Hein. C'est le hasard qui a fait que c'était ce jour-là. On voulait le faire tout de suite. Et puis plusieurs jours avec Brucher et puis la douzaine qu'on était là. Il dit il va falloir faire quelque chose. Ce quelque chose, donc on avait dit on va saboter les machines, ainsi de suite. On viendra de nuit. Enfin, on a mis à peu près 1 heure pour mettre tous nos explosifs. Et puis pour faire sauter tout ça. Alors là où sont les diesels, autrefois c'était le camp, c'est là. Donc là, il y avait une dizaine de machines là, avec mon copain. C'est nous qui avons saboté celle qui était là. Mais on peut plus, c'était 8 ou 10, mais on peut plus quelque chose comme ça, oui. Cette nuit-là, il pleuvait, il tombait des hallebardes. Hein. Ah oui, on se voyait pas à 4 mètres, hein, 4-5 mètres. N'importe quel qui soit pas cheminot, et encore, du dépôt, il ne savait pas où mettre les pieds. Hein. De la même manière qu'il a fallu que ce soit des cheminots qui fassent, parce qu'on ne sabote pas une machine comme ça, c'est pas un vélo, hein, une machine à vapeur. Hein. En plus, pendant qu'on y était, on a été en s'amusant. Alors on a pris 3 kilos de plastique, là, on l'a mis sous la plaque tournante. Alors là, ça avait bien faussé le milieu, là. Ça tournait, mais tout carré, ça n'allait pas bien après. Au total, on a détruit 52 locomotives, 8 machines-outils et 2 plaques tournantes. Les Allemands n'ont rien dit, ils ne nous ont pas inculpés ou ils n'ont pas supposé que, parce que tout le monde a dit « Ouh, ça a trop bien fait, trop bien fait ». Ça, c'est commando, ça. Commando, oh, ça, on connaît, hein, c'est commando, ça, c'est commando.
Le maximum qu'on peut faire sur des machines, c'est saboter. Ça suffit pour qu'elles soient inutilisables pendant 2, 3, 4 semaines. Depuis ce temps-là, aucun convoi n'a passé par ces voies-là. Il m'avait dit, voilà, Ruel m'a dit, voilà, c'est réseau Goélette est orienté sur les renseignements. Et donc, si vous vous engagez là, je vous demande de ne pas prendre d'engagement ailleurs que dans ce que je vous commanderai de faire. Mais SNCF, c'était la couverture de travail. Le chef de district, c'était celui qui était mon grand chef dans la résistance. Et c'est lui qui dirigeait ces équipes-là. Et qui avait dit, voilà, quand Flamand n'est pas là, c'est que je l'emploie ailleurs. Ça fait que je prévenais personne. Moi, mon nom de guerre, c'était Florian. Pourquoi Florian? Parce qu'on m'avait dit, voilà, on veut vous mettre un nom qui commence par la même syllabe que votre nom véritable. Pourquoi? Parce que si on vous demande comment vous appelez, que vous ayez le temps, quelques centièmes de seconde pour répondre, mais dire Florian et non pas Flamand. C'est toujours Ruel qui me donnait les ordres, qui quelquefois s'amenait chez mes parents où je vivais, en disant il me faut des renseignements sur le pont de Livron, il faut à tout prix le faire sauter ce truc, alors vous partez en vitesse là-bas. Et là je prenais toutes les coordonnées sous le regard bienveillant des Allemands qui gardaient le pont. C'était envoyé à Londres après. Et puis alors ça, je savais que en envoyant ces renseignements-là, 3 à 4 jours après, ça tombait. Ça tombait, mais on ne pouvait rien faire. J'aurais eu de la famille dans le coin. J'aurais pas pu aller dire à la famille, ça va tomber. Dès qu'on parle de chemin de fer de résistance, on parle toujours du sabotage de la voie. Hein, c'est l'opération, je dirais, classique, standard. Moi, je pense que les cheminots ont beaucoup plus résisté en amont dans la chaîne pour qu'il y ait une cible, pour qu'un avion anglais aille mitrailler un train allemand, pour qu'on aille saboter la voie à tel point kilométrique, à telle heure avant un train allemand. Il faut être informé. Et je pense que, globalement, fondamentalement, les cheminots là, de tout poil, de tout grade, à tout niveau, instinctivement, s'ils pouvaient informer, faire passer l'information vers des relais, la résistance interne, Londres par radio, et le lendemain, arrivait l'avion qui allait mitrailler le fameux train, mettons, d'Allemands. Le mécanicien et le chauffeur sont les premiers exposés au mitraillage de l'avion anglais. On se fait un peu harakiri. Et là-dessus, ça a été très bien narré, cette difficulté d'assumer le train français ou allemand et de savoir que ce train a été désigné à l'allié. Bon, mettez-vous à la place du mécanicien. Vous avez d'un côté la mitrailleuse allemande, de l'autre côté l'avion de chasse anglais. Voilà, je crois qu'on peut résumer que ce n'était pas simple la position prise entre deux feux. Et chaque jour, malgré les risques qu'ils font courir à leurs camarades, mécaniciens et chauffeurs, des cheminots n'hésitent pas à faire dérailler les trains, obstruant les voies principales, complétant ainsi l'action des bombardements. À partir du moment où vous aviez le faisceau qui était en grande partie détruit, que les ateliers étaient aussi en grande partie détruits, que le dépôt était détruit également, qu'il y avait de moins en moins de machines, on détruisait la capacité de transport. Ça participait, en avant, programmé dans ce qu'on appelait le plan vert, le plan de débarquement, dans lequel les cheminots étaient impliqués d'une manière intensive, vous voyez, pour essayer de retarder de toutes les manières possibles et de sabotage, tout ce que vous voulez, le combat, le transport des troupes allemandes vers le front et autres. Il y a les gens qui ont participé à plusieurs aspects de la lutte et de la résistance contre l'occupant. Mais il y en avait un qui était peut-être, à notre avis, pas suffisamment encouragé, c'était le mouvement de masse. Ce qu'on appelait dans notre jargon le mouvement de masse. Rassembler les gens, même de ceux qui avaient peur.
même des gens qui évitaient de s'engager de trop, mais qui étaient là quand même pour, à l'occasion, manifester leur hostilité contre l'occupant nazi. C'était ça l'objectif. Notre mission, c'était la protection des orateurs qui allaient prendre la parole un peu partout pour, disons, inciter la population à réagir avec plus de virulence contre l'occupant. Le soir du 10 août 1944, on avait à peu près 25 de nos ateliers qui avaient débrayé, sans compter les actions qui avaient pu y avoir, qui commençaient à se faire jour dans les gares, etc. Et c'est toute cette période-là, à partir donc du 10 août, que s'est développé tous les jours. Tous les jours. Ça n'a pas été d'une façon linéaire, ça n'a pas été uniforme. Et tous les jours, il s'est développé des arrêts de travail, admettons, dans tel ou tel dépôt, dans telle ou telle gare, dans tel ou tel endroit, etc. Si bien que le 18 août 1944, la grève était générale au chemin de fer. Il n'y avait plus de train qui roulait. Seulement, ça n'a pas été simple, cette grève insurrectionnelle. Avec mon groupe, j'avais été chargé de garder une partie des ateliers de wagons. Parce qu'on avait distribué les tracts, on avait été informé tout le monde, et il fallait partir, il ne fallait pas revenir dans le lendemain, tout ça. Mais il y en a qui avaient peur, qui sont revenus. Et il a fallu les virer. C'est le moment de dire, les foutre dehors, leur dire, tu ne rentres pas. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on dit, la grève du 10 août a été une grève insurrectionnelle. Non, la grève du 10 août n'a pas été la grève insurrectionnelle. Elle est devenue une grève insurrectionnelle. Au moment où elle s'est développée, jusqu'au 18 août, et c'est à partir du 18 août où l'ensemble de la corporation était en grève, et le mouvement s'est développé également dans d'autres corporations, ça s'est développé dans tout le pays pour devenir insurrectionnel. Voilà le schéma, en quelque sorte, de ce qui s'est passé à cette époque. Puis alors, bon, il y a eu cette insurrection qui a donné lieu après à tous les sabotages que vous pouvez connaître, qui sont connus de tout le monde, et puis bien sûr les combats de la libération de Paris et des environs, tout ça, sur lequel je ne m'étendrai pas, parce que c'est connu de tout le monde, ça. Ah, je me dis, ça y est, tu es libre. Les gens ne se représentent pas ce que c'est, quelquefois, la liberté, ce que c'est. C'est extraordinaire. Ah oui, ça a été... J'ai eu ça dans la tête, tout le trajet entre chez mes parents et puis la gare de Valence. C'est marrant parce que je me retournais. Je me retournais sur ce parcours en me disant, bon ben, ça y est, tu es tranquille, quoi. Les Allemands nous attaquent à Chamblay. Alors, bagarre à Chamblay, et puis je suis blessé, je prends 5 balles, des éclats. Et puis voilà, c'est ma deuxième blessure. Alors, mourant, à l'hôpital, où ils me laissaient mourir, tranquillement sur un lit, quoi. Et puis c'est ça, ma libération, j'ai rien vu, moi. Hein? Mes gars, on sont venus, on pris Dole, on libérait Dole avec les autres, quoi. On a libéré la Haute-Savoie, la Savoie, la Drôme, on était jusqu'à la Drôme. Et la première armée qui était... Bon, des fois je m'engueule avec des gens de la première armée, parce qu'ils disent, nous on a débarqué, puis après on est arrivé en Alsace. Mais comment vous êtes arrivé en Alsace? Il n'y avait plus d'Allemands, il n'y avait plus rien. Comment vous avez fait pour arriver en Alsace? Hein? Parce que pour les gens de la première... Enfin, les militaires de carrière, des fois je m'engueule avec eux, parce que moi je fais partie des anciens combattants. Bon, nous on est des militaires par vous. Alors, je regrette, mais vous êtes débarqué, et puis après, comment vous êtes arrivé en Alsace? Vous n'avez pas rencontré de résistance. Pourquoi? Parce que nous, on avait libéré. Si nous, on n'avait pas libéré, ben, vous ne seriez pas arrivé en Alsace aussi vite. Hein, bon. Non, mais c'est comme ça. Bon, on s'est libéré tout seul. C'était la considération de l'armée pour les résistances. Hein. C'était le moindre qu'on peut dire, c'est qu'ils ne nous considéraient pas très bien. Parce qu'on avait volé, on avait pris leur place. On avait pris leur place. J'étais content, mais on n'avait pas fini notre travail, figurez-vous.
j'arrive pas à vous répondre correctement à la question. C'est que nous, les cheminots, évidemment, notre outil de travail était paralysé. Mais il a fallu qu'on le défende contre la population. Bien sûr, dans nos dépôts, il y avait le charbon. Et il a fallu que... J'ai pris la parole pour expliquer aux gens qu'il ne fallait pas prendre le charbon parce qu'on en aurait besoin pour mettre dans la locomotive pour aller en chercher. Que s'ils prenaient le charbon, on en aurait pu. Vous avez eu la déportation des Juifs, puis la déportation en même temps des communistes qui étaient arrêtés, puis la déportation des résistants, alors qui se situaient à partir de différents centres. Alors soit des centrales où vous étiez déjà, disons, emprisonnés, soit dans des centres où vous étiez regroupés, Drancy pour les Juifs et Compiègne pour les résistants. Bon, à partir de là, les équipes qui faisaient ces trains-là savaient ce qu'ils emmenaient. Enfin, ce qu'ils emmenaient. C'est une sale expression, c'est pas... Je la retire. Ils savaient qui ils emmenaient. Bon. Mais, comment faire pour y déroger? Il fallait bien qu'on suive. Nous étions entreprises d'État. Lequel allait arrêter le train? Le cheminot tout seul sur sa locomotive? Il ne pouvait pas. Là, les SS étaient là partout. L'armée allemande était là partout. Et les SS en plus. Mais dire que les cheminots, en tant que tels, pouvaient dire « bah non, moi je fais pas le train ». Oui, ben ils vous mettez au poteau, vous fusillez. Puis après, ils en prenaient d'autres. Ben arrivé au 10e, le 11e, ils le faisaient, il n'est pas... Alors ceux qui disent « bah non, il fallait pas le faire ». Oui, moi je les aime bien ces gens-là, hein. Mais j'aurais aimé qu'ils se trouvent dans ces conditions-là. On voit des déportés aujourd'hui, en Amérique, ça se passe, hein, qui portent plainte contre la SNCF. Ben, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était pas forcément toujours le même dépôt qui conduisait les mêmes. Et comme en plus ça se faisait par étapes. Parce que une équipe vapeur, elle faisait 150 à 200 km maximum avec sa machine. Pendant la rentrée, on la coupait, on en mettait une autre avec une autre équipe qui allait à un autre plus loin. C'était pas, quand on vient nous dire que les équipes de conduite amenaient des déportés jusqu'à Auschwitz, non mais on rêve. C'est qu'on va. Auschwitz, c'est quand même pas à la porte à côté, c'est quand même en Pologne. Vous voyez, depuis Villeneuve-Saint-Georges, aller d'Avaux en Pologne. Ils n'ont jamais mis du charbon dans le poêle, ils ne savent pas ce que c'est que de manier la pelle avec le... Mais c'est invraisemblable dès qu'on est pareil. M'excuserez mon expression, mais c'est la seule qui convient, à mon avis. Vous voyez? Bon, on savait, c'est qu'il y avait des déportations, mais on ne savait pas où ils allaient. L'histoire des Juifs, tout ça, on l'a su qu'après. Bon, on savait qu'il y avait quelque chose, mais on ne savait pas l'ampleur. On ne connaissait pas l'ampleur, on l'a su qu'à la Libération, l'ampleur. En parlant de plus malin, il ne faut pas dire quand on a fait toutes ces opérations-là, celle-là puis les autres, ben, on a eu souvent la fausse, hein. Ouh! Ce qui prouve qu'on était à peu près normal, quoi. J'avais 17 ans et demi, vous voyez. J'étais le plus jeune et le plus vieux avait 19 ans, vous voyez. Je suis le seul survivant de mon groupe, j'étais blessé 2 fois au combat. J'ai vu partir à la mort des gens carrément, quoi. Moi, je serais... Évidemment, vous savez bien qu'on ne peut pas combattre sans qu'il y ait des périodes où on soit pris, on soit presque pris. Hein, je suis tombé dans une embuscade, le hasard a voulu que je m'en sorte. Là. Bon, dans ces périodes-là, ce sont des périodes qui sont difficiles. Je savais que j'étais foutu, quoi. Je savais que je pensais pas m'en sortir. Puis en fin de compte, pof, il y a un trou pour passer. Où on passe. Mais celui qui n'a pas le moral, il est mort. Vous le comprenez, ça? Celui qui se dégonfle, il est mort. Si demain, il y avait un Le Pen au pouvoir qui veulent remplacer Hitler, on partirait.
j'en prendrais le maquis. Je ne resterai pas ici. Parce qu'ici, je serais sûr d'être vendu 3 jours après. Moi, la liberté, c'est quand même pas majuscule, hein. C'est pas n'importe quoi. Vous voyez, la liberté, il faut la conquérir. Et quand on l'a, il faut la garder. C'est pas le plus simple. Vous voyez.